Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Au nom de toute l'équipe Talenco, je suis ravi de vous accueillir. Nous avons eu envie de vous offrir ce cadeau, vous faire profiter de toute cette expérience accumulée ces derniers mois. Et pour nous y aider, nous avons l'honneur d'accueillir un plateau d'exception. Nous débuterons par un entretien exclusif avec Alain Diribarne. Alain Diribarne est sociologue du travail, il est également directeur de recherche au CNRS et Alain nous accompagne régulièrement dans cet exercice auprès de nos clients. Alors nous débattrons avec lui des nouvelles ressources de compétences nécessaires à la bonne organisation mais aussi au bon management du travail devenu hybride. Mais aujourd'hui, Alain partagera également avec nous en avant-première les résultats d'une enquête internationale menée par Actineo, qui est un observatoire de la qualité de vie au bureau et dont il préside le conseil scientifique. Nous apprendrons donc grâce à Alain où et comment nous travaillerons dans les grandes métropoles demain. Bonjour Alain. Bonjour Cyril. Ravi de vous accueillir. Puis nous nous tournerons vers Anne Cloteau pour un focus plus précis sur les bonnes pratiques du management hybride. Anne a passé plus de 20 ans à des fonctions RH, notamment au sein du groupe L'Oréal, en France et à l'international. Elle est aussi la fondatrice de Thank You and Welcome, qui organise et facilite la transmission des connaissances et des savoir-faire en entreprise. Et surtout, Anne est l'experte Talenco des nouveaux modes de management et nous travaillons très régulièrement avec elle pour beaucoup de nos clients. Bonjour Anne, bienvenue chez nous. Bonjour. Bienvenue chez toi. Merci. Enfin, une troisième séquence qui donnera la parole au terrain cette fois-ci. Nous aurons le plaisir d'accueillir Léna Guérin et Raphaël Catan pour explorer le déploiement du management hybride très concrètement et à travers plusieurs retours d'expérience. D'abord avec Léna Guérin qui viendra débriefer le cas du groupe Avril que nous avons eu le privilège d'accompagner il y a quelques temps. Léna est responsable développement RH et communication interne au sein du groupe Avril dont vous connaissez probablement déjà un certain nombre de marques, notamment Le Sieur, Matine et bien d'autres. Léna opère plus spécialement sur Avril, spécialité animale. Bonjour Léna. Bonjour. Enfin, nous compléterons ce témoignage par celui de Raphaël Catan, directeur général de Talenco. Il a de nombreux retours d'expérience à nous partager. Forcément, ces derniers mois, il a accompagné un grand nombre d'entreprises de toute taille et de tout secteur sur cette problématique du déploiement du travail hybride et de ses conséquences sur les pratiques managériales. On verra ça avec lui. Salut Raphaël. Bonjour Cyril, bonjour à tous. C'est parti pour notre première séquence et nous allons commencer avec vous, Alain. Alors Alain, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Il y a quelques jours, dans une tribune publiée dans le quotidien Le Monde, l'ethnologue Laurent Assouli écrivait, je cite, « Une véritable crise de l'autorité touche le monde de l'entreprise. Un certain nombre de télétravailleurs rechignent à regagner leur lieu de travail et semblent vouloir dicter un retour sur le mode du « plus jamais comme avant ». Vous qui disposez de chiffres très frais, très récents sur la question du télétravail avant et après la crise sanitaire, que pensez-vous du point de vue d'Assouli ? C'est toujours le même problème des réponses absolues face à une situation complexe et sur laquelle il faut être nuancé. Donc ça, c'est vraiment mon premier message. C'est en fait, on rentre dans une période de déstructuration d'une organisation un peu contraignante, avec finalement une augmentation de la variété des situations qu'on va connaître et avec des jeux d'acteurs normaux quand il y a une transformation. Alors, pour être très précis par rapport à ce que vous avez dit, Cyril, l'enquête d'Actineo qu'on a faite, donc qui compare avant, pendant et après le déconfinement, le après étant les souhaits des répondants dans les grandes métropoles. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que avant, c'est-à-dire il y a un an, on avait en gros 80% d'actifs travaillant dans des bureaux qui n'avaient jamais fait de télétravail. Et à la sortie, donc finalement dans ce qui serait la situation à venir, il n'y en a que 15%
qui disent qu'ils ne pourraient pas ou ne voudraient pas faire du télétravail. Mais à l'inverse, effectivement, avant la pandémie, vous aviez 1% qui était en télétravail toute la semaine. Vous en avez eu 29% pendant tout, qui était en télétravail total pendant la semaine et pendant le confinement. Et à la sortie, vous avez 14% qui disent qu'ils auraient envie de rester en télétravail toute la semaine. Et en fait, on voit bien que le pic, en quelque sorte, par rapport aux commentaires que vous avez évoqués, c'est qu'on voit qu'il y aurait une stabilisation autour de 2 ou 3 jours. Et si vous regardez les négociations actuelles telles qu'elles sont en train de se faire, on voit bien que c'est en train de se jouer autour de 2 ou 3 jours. L'essentiel par rapport à l'objet de votre question, c'est en fait, vous allez être en télétravail. 0 jour, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours ou la totalité. Selon le nombre de jours qui fera le résultat de la négociation, vous aurez ou un changement total par rapport à l'existant ou aucun changement obligé. Alors effectivement, ça pose beaucoup de questions et notamment, on reviendra peut-être sur ces notions d'accord de télétravail avec Léna tout à l'heure dans la troisième séquence. Mais tout de suite, ça me donne envie de rebondir sur une autre question. Dans votre étude, dans votre enquête internationale, vous titrez « Pourquoi continuer à venir travailler au bureau si on peut télétravailler à domicile ?» Et ça, c'est une des premières questions qui va, je dirais, driver la réflexion des collaborateurs pour choisir s'ils préfèrent une journée, 2 jours, 3 jours ou la totale. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que c'est un titre relativement habile de votre part, mais on attend une réponse. Non, mais qui est le résultat aussi des réponses qui ont été faites. Parce qu'il y a à la fois pourquoi continuer et si vous allez au bureau, qu'est-ce que vous attendez du bureau? Et le complément, qui sont complémentaires les unes des autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on dit aujourd'hui, eh bien, le collaborateur va aller travailler chez lui, au sens travailler individuel, et puis il va faire du collectif à travers les visioconférences. Et donc, il va aller à son immeuble de bureau, non pas pour y travailler de façon être au calme, mais il va aller rencontrer les uns et les autres parce que il y a un besoin de socialisation. Et donc, en fait, l'immeuble de bureau traditionnel deviendra un lieu de rencontre. Donc, si c'est vrai, si c'était uniquement un lieu de rencontre, il faut rester dans l'immeuble de bureau avec la machine à café, puisque toutes les enquêtes qu'on a des années antérieures montrent que c'est le lieu de socialisation le plus favori. Sauf que quand on regarde les réponses, on voit que effectivement aller travailler à son immeuble de bureau est intéressant pour des raisons de socialisation avec les collègues, avec la hiérarchie, pour avoir les informations qui circulent non officielles. Mais ils disent aussi en deuxième rang dans les réponses, c'est je veux bien séparer ma vie au travail de ma vie à la maison. C'est-à-dire, en fait, bien séparer ce qu'est la vie de travail et la vie domestique. Et ils rajoutent aussi, mais je veux que mon lieu de travail me permette aussi de travailler calmement. Et donc, mon immeuble de bureau ait cette propriété. Vous voyez l'écart qu'il y a entre ce que l'on raconte aujourd'hui comme étant une évidence et ce que répondent les répondants dans l'entreprise. Bien sûr. Et si vous projetez, et pour finir, si vous projetez le nombre de jours, vous voyez bien la grande variété qu'il y aura, et vous voyez aussi du coup le rôle déterminant non seulement de la négociation, mais de la philosophie de l'entreprise. Qui va prendre la décision? Avec qui faut-il négocier? Est-ce qu'il va falloir laisser le choix? Est-ce qu'il faut imposer? Il faut reprendre les acteurs. L'acteur principal, c'est la direction de l'entreprise. C'est elle qui définit la philosophie de l'entreprise, la stratégie, et ainsi de suite. Au service de l'acteur principal, en principe, il y a la RH
qui a l'expertise pour la gestion des ressources humaines. Je dis en principe. Il reste 3 acteurs essentiels. Le premier dont on n'a pas parlé, qui sont les managements. Et dans les managements, on a les managements de premier niveau et de deuxième niveau qui sont absolument essentiels dans le jeu d'acteurs. Ensuite, vous avez les partenaires sociaux, puisque pour les grandes entreprises et les moyennes entreprises, vous avez une obligation de négocier. Et puis, vous avez un dernier acteur tout à fait intéressant pour simplifier, c'est les DAF, la direction administrative et financière, qui a sauté immédiatement sur l'occasion en disant c'est génial. Je vais mettre tous mes collaborateurs en télétravail, je récupère tous les mètres carrés de bureaux qui coûtent très cher, et donc du coup, je vais réduire mes mètres carrés et je vais les valoriser autrement. D'où un troisième lieu dont il faudra absolument parler, qui sont les espaces de coworking de proximité. Depuis cette crise sanitaire et donc tous ces repères qui ont volé en éclats, tous les nouveaux réflexes dans la façon de travailler, fait apparaître une entreprise plus systémique que jamais. Plus systémique et donc plus complexe, parce qu'il y a une combinatoire du lieu, ou des lieux plus précisément, c'est ce que vous évoquez, des temps différents, temps de travail, temps personnel, et de la relation entre l'individu et le collectif. Ça nous donne une équation multifactorielle, et avec laquelle il faut que les managers jonglent, et les RH aussi, évidemment, puisqu'ils sont les garants de cette bonne organisation du travail, et ils doivent délivrer un certain nombre de ressources de compétences à leurs managers pour qu'ils puissent gérer leurs équipes avec cette combinatoire. Par rapport au modèle managérial français traditionnel, avec sa verticalité, toutes les entreprises qui seront avec le modèle managérial traditionnel français, qui reste encore prédominant, indépendamment de tous les discours que l'on a sur l'évolution de ce modèle. Toutes les entreprises qui sont sur ce modèle et qui prétendront avoir du travail à distance au-delà de son immeuble de bureau pour un nombre de jours significatif seront obligés de rentrer dans une innovation de rupture par rapport à leur modèle managérial. C'est clair. Et donc, parce que justement, la logique systémique que vous avez évoquée montre comment on peut agencer un nombre de variables importants pour en fabriquer la cohérence. Parce que les entreprises ont en même temps un challenge, pour utiliser le terme à la mode, un challenge de triple efficience. Elles ont un challenge d'efficience économique normale, il faut bien gagner des sous, surtout si vous êtes coté, un challenge humain, social, avec la qualité de vie au travail et avec le bien-être au travail, qui est un niveau au-dessus d'exigence et qui est en train de rentrer dans les pressions exercées à la fois par les collaborateurs mais aussi par le législateur, et un challenge de type environnemental. Donc le pauvre manager à qui on demande bien sûr d'avoir un triple résultat se trouve dans un système complexe déstabilisé avec lequel il va falloir fabriquer de la cohérence, alors qu'ils vont se retrouver probablement avec des injonctions paradoxales. Merci Alice pour votre question sur LinkedIn. Bonjour, voyez-vous des écarts entre Paris et la province? C'est vrai qu'on a depuis des décennies quand même de tendance à comparer Paris et la province, et aussi entre grandes et petites entreprises. Il y a deux types de réponses. La question que pose Alice, il faut trouver la réponse dans l'enquête Actineo de 2019, qui porte sur France entière, avec justement Paris, province et ainsi de suite, et avec tous les tailles d'entreprise. On a une rupture extrêmement forte entre, pour simplifier, Paris-Île-de-France et la province. Et parce que c'est aussi un rapport entreprise, collaborateur, territoire. Et en faveur de quoi plutôt du coup, pardon de vous couper Alain. En fait, si on prend la satisfaction, les satisfactions sont beaucoup plus grandes, sont d'autant plus grandes que la taille de l'entreprise diminue et que se l'on retrouve dans les territoires qui ne sont pas métropolitains.
Et dans le fait de télétravailler, c'est plutôt propre à Paris, à la province, on a plutôt… Et oui, parce que quand on regarde pourquoi le télétravail a eu tellement de succès, c'est extrêmement lié à une variable qui est les temps de transport et la qualité du transport. Et donc, c'est pour la France, c'est dans Paris-Île-de-France qu'on a les temps de travail et les temps de transport qui sont les plus importants. Et bien sûr, c'est ce qui s'explique aussi par le rapport des coûts du mètre carré entre les mètres carrés pour se loger et le reste. Donc ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que effectivement, c'est pour cette raison qu'on a fait une comparaison internationale sur des mégapoles et que parce que on avait un tel écart entre les métropoles et le reste et qu'il était évident que ces questions de télétravail ou de travail à distance allaient être principalement un problème de métropole. Et là, du coup, l'enquête est absolument passionnante. Parce qu'on voit qu'on a des situations très différentes d'une métropole à une autre. Et puis, je pense qu'on a aussi dû apprendre à travailler de manière collaborative, bien plus que ce qu'on ne faisait auparavant, et en utilisant des outils collaboratifs. On voit les jeunes, moi j'ai des enfants dont la plus jeune qui a 11 ans, et je pense que l'école à distance, personnellement je trouve que ça marche moyennement. En revanche, ça a développé des compétences extraordinaires dans la gestion collaborative. Donc moi j'ai une fille de 11 ans qui est capable d'utiliser n'importe quel outil collaboratif, elle poste des documents, elle télécharge des documents, elle n'utilise pas un seul mail, mais elle arrive à travailler sans utiliser le mail. Alors que moi, pour l'instant, j'utilise quand même le bon vieux mail en insérant des fichiers joints, quoi. Donc, je pense que ces enfants de demain, je pense qu'alors, quand ils seront sur le marché du travail, ils seront que dans des outils collaboratifs et dans une démarche collaborative dans le travail. Finalement, on parle de la montée en compétences des managers, mais quid des ressources humaines, hein? On vient d'entendre Clara Jakubic qui bosse au RH de chez Keolis, et elle nous le dit, nos futurs collaborateurs et collaboratrices, sa fille en l'occurrence, ça va changer 2-3 trucs. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci de la question, parce que de nouveau, vous nous parlez d'outils et usage de l'outil. C'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce que j'aurais envie de collaborer et avec qui? Et donc, comme on est dans une situation où là qui est générale, qui est une libération revendiquée de ma manière de faire avec les autres, pas uniquement au travail. J'utiliserai votre fille qui a 11 ans, je crois, utilisera ces outils avec ceux ou celles avec qui elle aura envie d'échanger pour le travail ou pas le travail. Et si pour une raison ou une autre, elle n'aura pas envie d'échanger, vous pouvez me faire confiance. Elle n'utilisera absolument pas ces outils au niveau de performance de l'usage qu'elle sait en avoir. Et donc, ça renvoie à un point essentiel, qui est la construction sociétale française et la viscosité de cette construction de génération en génération. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Merci Alain néanmoins d'y avoir répondu, et ça m'a donné envie de faire arriver Anne un peu plus tôt que prévu à l'écran, parce que je sais que c'est un sujet également qui l'anime. Merci Alain pour cette première séquence. On vous retrouve dans quelques minutes pour le débat à bâton rompu sur la fin de cette émission. On va tout de suite lancer la seconde séquence avec toi Anne. C'est parti. Et oui, il faut être souple, hein. On a tendance à dire qu'il faut être agile, mais il faut aussi être souple, on l'a vu à l'image, pour pouvoir manager en mode hybride. Anne, on a vu avec Alain la complexité du travail hybride pour maintenir un ensemble cohérent et harmonieux. Il faut pouvoir l'envisager dans le respect de chacune des parties. C'est ça la systémique, l'ensemble, les différentes parties. Or, la distance géographique est l'un des défis à relever. Mais c'est pas le seul, n'est-ce pas? Non, c'est pas le seul du tout. Le télétravail, il a exacerbé les 4 dimensions de la distance. Et la dimension spatiale, la dimension géographique, c'est la plus évidente parce que les équipes, elles ne sont plus ensemble, elles ne se voient plus tout au long de la journée.
ce qui a développé pour certains managers un sentiment de perte de contrôle, à tout le moins visuel. Et il y a des collaborateurs qui peuvent aussi souffrir de difficultés informatiques qui sont liées à la distance, qui sont liées à la localisation, d'un problème aussi d'accès à certaines informations et à certains outils qui peuvent être impactés. Et cette distance, elle n'est pas non plus sans risque en matière de santé publique. Si on considère notre manque de mobilité, avoir le bassin ancré sur une chaise de 9h à 18h, voire pour certains travailler dans son lit, ça n'est pas sans conséquence à moyen terme. Donc ça, c'est la distance géographique, mais il y a aussi une deuxième dimension qui est la distance émotionnelle, qui, par rapport à l'incertitude, mais plus globalement, quand on est à distance, peut engendrer une baisse de la convivialité et de l'interaction collective. On a constaté, les managers que j'ai accompagnés ont constaté un repli sur soi avec un risque d'isolement qu'il comporte au niveau des équipes. Beaucoup de collaborateurs ont fait état de la fatigue, de la lassitude qui a été générée par l'hyperconnexion, voire même beaucoup ont mentionné du surengagement et quelque part une visio-fatigue. Donc ça, c'était vraiment la deuxième distance. Je dirais qu'il y a une troisième distance qui est plutôt une distance temporelle qui se manifeste par une désynchronisation des temps de travail, par un accès à l'information qui est moins immédiat et qui peut occasionner une intrusion de la vie pro dans la vie perso sur laquelle il faut faire aussi attention. Et pour finir, je dirais qu'il est important aussi d'appréhender la distance culturelle. Il est plus long, il est plus difficile d'acculturer les nouvelles recrues en télétravail, de partager et d'incarner les valeurs d'entreprise, d'engager la participation au projet commun de l'entreprise sans le partage d'anecdotes. On parlait de la machine à café tout à l'heure et surtout pour les cultures d'entreprise orale. Or, nous sommes un pays de culture orale. Donc, la distanciation, elle a mis à mal les liens, la qualité de coopération, de collaboration, d'intégration et de vivre ensemble. Et donc, il est important de prendre en compte et d'être conscient de ces impacts, d'analyser la situation pour en tirer des enseignements avant même de hiérarchiser des priorités d'action au regard de ce qui est essentiel pour chaque entreprise. Et donc, ce challenge-là, ça va vraiment être de concilier à la fois ce qu'a permis la technologie dans ces distances, mais aussi le besoin de proximité relationnelle. C'est pour ça aussi qu'on entend qu'il y a des réticences à pérenniser le télétravail, parce qu'on a parlé avec Alain de parfois quelques réticences à revenir au bureau, mais on entend aussi l'autre discours. C'est à cause de ces quatre distances. Est-ce que tu as, toi, des éléments peut-être à partager pour néanmoins aider les managers et les ressources humaines à dépasser finalement ces limites et ces distances, à nous rapprocher en dépit de ces distances? Il y a des bonnes pratiques, puisque à partir du moment où il y a un besoin de socialisation, d'appartenance à l'entreprise, à la communauté de travail, on peut apporter des réponses à ces besoins. Mais moi, j'ai aussi entendu beaucoup de réticences, comme on l'a abordé tout à l'heure Alain Diribarne, à revenir aussi au bureau ou sur site pour des personnes qui n'y ont quasiment pas remis les pieds depuis le mois de mars 2020. Il y aura certainement une phase où il y aura un retour au bureau qui va être massif dans un premier temps, justement pour reconnecter, travailler des rituels pour faire en sorte que les collaborateurs se retrouvent est un cadre de référence qui les rassure, parce qu'ils n'étaient pas rassurés. Le cadre rassure énormément, qu'ils co-créent ensemble, qu'ils travaillent l'intelligence collective. Et c'est pour ça que la plupart des organisations se dirigent aussi vers une organisation hybride. Ce qui va les différencier, c'est ce mode d'organisation du travail hybride. Il y en a encore beaucoup d'entreprises, quand on discute avec elles, qui raisonnent en nombre de jours octroyés de télétravail. Pour moi, il serait plus judicieux de raisonner en termes de tâches et d'activités. Peut-être d'analyser au sein de chaque métier, de chaque équipe, les tâches et les activités qui se prêtent plus ou moins au télétravail et de décider sur cette base de l'organisation du travail. On en vient à se demander finalement si c'est plus simple ou si c'est plus compliqué de travailler à distance ou de travailler au bureau. Alors, je vais vous donner une réponse de Normand, ça dépend. La massification du travail à distance, elle a à la fois mis en exergue de nombreux bénéfices et tout autant de difficultés. Alors, bénéfices au niveau de la performance, de la productivité, de l'autonomie laissée aux collaborateurs, avec peut-être un principe de soutien et de responsabilisation beaucoup plus fort des managers. On l'a vu par l'image qui a été affichée, on a gagné en souplesse, en agilité.
et on s'est peut-être un peu aussi libéré d'un carcan bureaucratique précédent. Les exemples, ils sont innombrables et c'est heureux. Mais la nature de l'impact, positif ou négatif, elle dépend de plusieurs éléments et en premier lieu de la culture du pays qui est plus ou moins protectionniste ou ouvert, de la performance, de la qualité de vie au travail qui sont affectés en situation travail à distance dans des entreprises, on le disait, de culture orale, beaucoup plus fortement que dans les entreprises de culture écrite. La nature de l'impact, elle dépend aussi de la culture d'entreprise, de son activité principale. Est-ce que c'est plutôt technologique ou plutôt traditionnel? Mais surtout de chaque métier, des postes occupés, des tâches confiées qui se prêtent plus ou moins, comme tu viens de le dire, au travail et au management à distance. Et il y a les travaux d'Olivier Sibony, qui est professeur associé à HEC, qui a fait émerger la notion d'activité télérobuste et téléfragile. Les managers, les superviseurs ont certainement identifié des activités télérobustes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas impactées négativement par le travail à distance, voire même peuvent être renforcées. Et elles correspondent généralement aux activités d'exploitation formelles, de back-office qui sont organisées, répétitives, au travail individuel et à la gestion ou au suivi de projets préexistants. Et à côté de ça, il y a des activités dites téléfragiles qui sont un peu menacées par le travail à distance. C'est tout ce qui a trait à l'intelligence collective, à la réflexion, à la création, ce qui touche à l'informel et aux activités collectives et qui doivent être réinventées à distance. Et c'est là que se situe le véritable enjeu, celui du lien, de l'interaction, de l'architecture de ces interactions, du flux de collaboration qui fait l'attachement et la performance des organisations. Donc finalement, hémisphère gauche de la rigueur, c'est plutôt les activités, on va dire, télérobustes. On peut travailler concentré seul chez soi, et cerveau droit, toutes celles qui font la part belle à la créativité et qui nécessairement donc s'appuient sur les émotions, des activités plutôt téléfragiles, il vaut mieux les faire ensemble au bureau parce que ça nécessite du lien social. Comment on aide le management justement à reprendre sa place et peut-être même à réinventer sa place pour justement assurer ce socle? Comment le manager peut-il faire pour organiser cette nouvelle façon de travailler tout en rassurant sur le fait qu'il y a un socle, que l'on sait où l'on va, qu'il est appuyé évidemment par les RH. Voilà, c'est pas une place facile actuellement pour le manager. Quel conseil tu peux lui donner brièvement? Non, c'est pas une place facile. On l'a évoqué déjà précédemment avec Alain, parce que le manager, il va avoir à occuper plusieurs rôles. Donc, faut qu'il soit accompagné, faut qu'il soit formé, faut même qu'il soit encouragé à intégrer des communautés de pratiques managériales. Et ça, pour occuper et bien accompagner et occuper ces 4 rôles. Le premier, c'est peut-être de fixer le cap et de donner du sens aux équipes, parce qu'on voit qu'à distance, le ciment qui était le bureau en présentiel, à distance, il a complètement volé en éclats. Et ce qui amène les équipes à être autour d'un ciment, c'est le sens. Et il faut le donner de manière beaucoup plus formelle, partager, incarner les valeurs de l'entreprise, peut-être favoriser aussi l'accès à l'information pour inclure l'équipe dans le projet d'entreprise. Donc ça, je dirais, c'est le premier rôle. Le deuxième, ce serait peut-être de décliner cette stratégie, la stratégie d'entreprise et en feuille de route et la piloter finement dans sa mise en œuvre. Et peut-être aider son équipe à se centrer sur des priorités d'action, tout en les responsabilisant et en les autonomisant autant que faire se peut sur la construction justement de leur propre feuille de route individuelle. Je poursuivrai avec un rôle qui sera peut-être plus de mettre en place ce cadre, des rituels d'équipe qui rassurent et peut-être de mettre à disposition aussi des outils adaptés à ces objectifs de management en mode hybride. Le quatrième rôle clé, ce serait peut-être de créer un relationnel efficace au sein des équipes en ayant une fine compréhension des mécanismes émotionnels dont on sait qu'ils influent beaucoup sur le relationnel, des comportements réactifs aussi et des bonnes postures à adopter en matière d'interaction. Et pour finir, ce sera de développer une culture du feedback multidirectionnel, ascendant, descendant, entre pairs, parce qu'une fois qu'on est aligné sur le sens et qu'on a fixé des objectifs prioritaires, ce qui va permettre de vérifier qu'on va dans le bon sens, c'est la pratique du feedback pour capitaliser sur les savoirs, sur les expériences et faire vivre une démarche d'amélioration continue.
Merci Anne pour ces précisions. Je pense que ça répond en partie à la question de Karl Drouillet qui nous posait cette question sur LinkedIn d'ailleurs. Bonjour, comment favoriser la cohésion des équipes dans un environnement hybride? Tu viens de nous donner quelques pistes pour le manager qui assure normalement cette cohésion des équipes partagées en distanciel et en présentiel. On aura l'occasion de revenir sur vos questions puisqu'elles s'accumulent dans la zone commentaire. Merci pour cela à la fin de l'émission, mais je me dois d'avancer. Je garde également le verbatim que je voulais te soumettre, Anne, pour tout à l'heure. On va passer à la troisième séquence et nous allons accueillir donc tout de suite Léna Guérin et Raphaël Catan pour cette troisième séquence. Allez, merci Anne, à tout de suite juste après. C'est parti pour vous, Léna, Raphaël, troisième séquence. Je vous le disais, les questions s'accumulent parce que forcément ce qui intéresse notre public aujourd'hui, c'est de savoir comment on se lance, quel est le niveau de prise de décision, comment on déploie, etc. Donc, c'est la raison de notre présence. Merci Léna, merci Raphaël d'être parmi nous. Donc, Léna, je le rappelle, vous êtes responsable du développement RH et de la communication interne au sein du groupe Avril. À quel moment vous avez décidé d'accompagner justement vos managers dans leur appropriation de ces nouvelles compétences qui sont requises par le travail hybride ? Merci, c'est vrai que c'est une bonne question. Je me suis beaucoup retrouvée dans des mots-clés qui ont été partagé juste avant par les deux autres intervenants. Et je vais illustrer justement comment nous, on l'a vécu sur le terrain. Donc, nous, c'est vraiment au moment du second confinement, à l'automne plutôt 2020, qu'on a choisi de vraiment accompagner nos managers de façon plus formelle, puisque entre février et juin, nous étions allés au contact des équipes. On avait pu mettre en place une enquête interne à destination de tous nos collaborateurs en télétravail, donc 120 personnes à peu près, managers, non-managers. Et en fait, on avait déjà tiré quelques enseignements sur du coup, le travail à distance dans sa globalité, à savoir déjà le rapport au télétravail, la communication au sein de l'équipe, les outils, ce qui allait bien, moins bien, comment se vivre la compatibilité vie pro, vie perso. Et on s'est rendu compte, comme beaucoup, qu'en fait, cette situation d'incertitude, elle allait se prolonger. Et puis qu'il était temps de passer à une étape un petit peu supérieure, vraiment d'accompagnement de nos managers à la fois pour réénergiser le collectif. C'était ça aussi qu'on recherchait. Et de leur donner des outils pour se réinventer vraiment dans ce climat d'incertitude. Nous, ça a été nos deux drivers. Et pourquoi les managers, je rejoins ce qui a été dit avant, c'était pour nous aussi la courroie essentielle pour diffuser des nouvelles pratiques et puis pour les ancrer au sein des équipes, puisqu'on avait des populations très hétérogènes dans nos équipes et dans nos managers. On a à la fois des managers hiérarchiques qui vont animer des équipes, on va avoir des managers qui n'ont pas de responsabilité hiérarchique, mais qui vont faire beaucoup de transversales, notamment sur des modes projet ou autres. On a eu des managers qui, eux, ont continué à accompagner sur le terrain des équipes qui venaient dans nos usines tous les jours pour produire nos produits. Et donc là, voilà, c'était pour eux, on pourrait dire pas de changement, évidemment, dans un contexte de changement profond, puisqu'il y a eu toutes les mesures sanitaires à implémenter, etc. Et puis, on avait aussi des managers plutôt commerce ou expertise qui, là, ont dû gérer la sédentarisation de leurs équipes, qui avaient des équipes, en fait, qui étaient constamment chez le client, et là, qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés chez eux. Donc, à la fois avec un aspect un peu positif de pouvoir travailler sur des sujets de fond, ça, on l'a beaucoup entendu. Enfin, oui, le télétravail, on peut avancer sur les sujets de fond, etc. Mais dans la même perspective, le sentiment d'être un petit peu coupé du client, ce qui les anime pour eux au quotidien, c'est cette relation client. Et du coup, tout l'enjeu aussi de réinventer ce lien avec le client, grâce aux outils notamment, mais les outils n'étaient qu'une conséquence de ce lien client qu'on voulait animer. Et pour les collaborateurs et les managers principalement concernés par le télétravail, ça a été un cadre commun, un socle qu'on a posé d'agilité et de flexibilité. Parce que dans un premier temps, on se rappelle que certains avaient des contraintes d'enfants aussi à garder à la maison. Donc, c'est pour ça que cet accompagnement plus formel, on l'a mis en place plutôt à l'automne, puisque là, on était dans entre guillemets, des vraies conditions de télétravail où on n'avait plus à charge la vie familiale qui pouvait se poursuivre normalement avec les écoles, les crèches, les assistants maternels qui pouvaient continuer à rester ouverts. Et on était plutôt dans un contexte de télétravail où
où chez soi, on pouvait être dédié à son activité. Et du coup, là-dessus, on a beaucoup travaillé sur le cadre donné par la direction, donc agilité, flexibilité, essayer de se sortir peut-être de tentatives de micromanagement, mais de faire confiance aux collaborateurs. On a vu que le télétravail, ça fonctionnait. On a eu des très bons résultats, on a vu des équipes engagées. On a vu que les managers étaient clés pour détecter les signaux faibles ou forts, de personnes qui pouvaient être isolées aussi, et pour lesquelles il fallait prendre soin. Et puis, on a mis une politique de présence au bureau à la carte. Ça veut dire que ça pouvait être une journée par semaine de présence au bureau pour les personnes en situation de fragilité. Donc voilà, il y avait une tolérance d'une journée de présence sur site. Et puis là, depuis le début de l'année, on organise le retour progressif au bureau pour aider aussi ceux qui auraient plus de difficultés à revenir sur site. Et on a eu un jour minimum et maximum, enfin une journée pour tout le monde, puis passage à 2 jours. Là, on est à 3 jours maximum. Et à la fin de l'été, notre accord télétravail se met en place. On a eu un accord qui a été négocié au mois de juin. Et donc, on va passer dans un vrai format de management hybride aussi, puisque jusqu'à présent, c'était soit 100% site, soit 100% télétravail avec cette petite période de transition. Et là, on va expérimenter, et puis c'est tout le travail qu'on fait en ce moment avec nos managers, de se préparer à de l'hybride, puisque je pense que ça va générer aussi quelques nouveaux assouplissements et une nouvelle agilité, puisque quand tout le monde est concerné par le télétravail, finalement, ça se gère plutôt facilement une fois que le cadre est pris, qu'on a mis les outils au service des personnes, que les rituels sont bien instaurés, qu'on a pu maintenir le lien, la dynamique, la communication. On a vu que ça fonctionnait. Maintenant, là, on va rentrer dans une phase où parfois il y aura des personnes sur site, d'autres en télétravail, et on a déjà identifié, alors c'est un petit exemple, mais des difficultés de connexion où justement on ne sait plus comment connecter des personnes en salle et en même temps faire le lien avec les personnes à distance. Donc voilà. Bien sûr. Bien sûr, il faut connecter les gens par l'entremise de la machine, je dirais, et puis il faut maintenir le lien entre les gens. C'est d'ailleurs l'objet de l'accompagnement qu'on a déployé chez vous. Et j'aimerais donner la parole à Raphaël sur ce mode opératoire, parce que qui dit distance dit aussi cette nécessité de faire monter en compétence les managers, donc sur ces nouveaux modes de management, mais en étant eux-mêmes à distance. Et ça n'a pas été évident de calibrer le bon format. Celui qui est devenu un peu le format roi chez nous, c'est le format de classe virtuelle en 3 fois 2 heures le plus souvent. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça a été le format qui a été le plus efficace quand on l'a déployé chez nos clients, Raphaël ? Écoute, tout à fait, oui. Alors, comme le disait Alain, tout passe par les managers. Anne le disait aussi, Elena l'a souligné encore, tout passe par les managers. Donc, on s'est très vite rendu compte, que ce soit dans un contexte de full télétravail, et puis progressivement, on se projetait vers l'hybride depuis le début de l'année. Toutes les entreprises se projettent vers l'hybride long terme. On a compris que c'était un changement de posture. C'était pas révolutionnaire pour le manager, mais il y a quand même des rôles à jouer différemment. C'est quand même assez structurant. Les managers se posent beaucoup de questions, même s'ils ont entrepris pas mal de choses par eux-mêmes. Et donc, il faut y passer un petit peu de temps. Une journée, 3 ou 4 classes virtuelles de 2 heures, c'est l'équivalent d'une grande journée de formation. C'est bien, ça permet de bien comprendre les rôles et les postures qu'il faut faire évoluer. Ça permet de comprendre pourquoi, de comprendre comment les faire évoluer et de pratiquer. Évidemment, toutes les entreprises qui ont anticipé ces besoins-là et qui y travaillent encore à l'heure actuelle, c'était impossible, ça reste dans plein d'entreprises, impossible de les réunir dans une même salle de réunion. Et puis, il y a des sujets, on en parlait juste avant, organiser des temps collectifs en mode hybride, ça fait pas de sens de mettre tout le monde en présentiel pour animer ça. Donc, effectivement, on a cherché les formats qui allaient bien. On parlait de Zoom fatigue tout à l'heure, mettre les managers dans une salle ou en visio pendant une journée, c'était inconcevable. Et donc, effectivement, on est arrivé à ce format de 3-4 classes virtuelles de 2 heures. 2 heures, c'est plutôt pas mal parce que c'est suffisant pour creuser un sujet donné, proposer un certain nombre de méthodes et d'outils, de mettre en pratique et d'écouter chaque participant sur leur ressenti, ce qu'ils sont en train de vivre, les questions qu'ils ont, etc. Et 2 heures, c'est assez court pour tenir dans une journée où on est assailli de visio, les managers sont assaillis de visio, on parle de Zoom fatigue.
un format, par exemple 10h30, 12h30. Vous pouvez gérer les urgences le matin, les points d'équipe, etc. Vous êtes concentré pendant 2 heures et très engagé dans cette formation, dans ce workshop, et puis vous avez le reste de l'après-midi pour continuer à travailler. Donc, l'idée d'avoir 3 classes virtuelles, c'est aussi d'être capable de segmenter les thématiques et que ce soit ultra lisible. On peut faire des thématiques spécifiques sur comment on va préparer son retour au travail. Ça, c'est quelque chose qui nous occupe en permanence en ce moment, et notamment pour la rentrée. Comment je vais être capable de faire un REX, un retour d'expérience avec mon équipe, ce qu'on a envie de garder, ce qu'on a envie de jeter absolument dans la période qu'on a vécue. Comment on va s'organiser en tant que tel, en tant qu'équipe, équipe par équipe. On peut faire des séquences spécifiques sur OK, comment on va se recentrer, bien se réaligner sur les priorités d'action sur les 3 mois à venir, notamment dans la période actuelle. On se sert de la méthode des OKR, par exemple, pour ça. On peut se faire des classes virtuelles, des workshops spécifiquement sur le feedback, parce que quand est-ce qu'on va se garder des temps de feedback, etc. Voilà, on a ces formats permettent vraiment de distinguer les temps et d'être très focus sur des sujets pendant 2 heures. Je recommande fortement la mise en place de cet atelier. Et chez nous, c'est des dispositifs qui vont s'ancrer dans le temps. On est persuadé effectivement que cette période qu'on vient de vivre de crise sanitaire et qui n'est pas terminée vont modifier durablement nos usages. Et donc effectivement que par ces apprentissages, nos modes de travail évolueront au-delà de cette période de crise sanitaire. Et donc on est venu les inscrire comme étant des formations socles pour justement accompagner tous nos collaborateurs, nos nouveaux intégrants qu'on pourrait avoir, nos nouveaux collaborateurs réaliseront le module le plus adapté à leur mission. Et donc, on l'inscrit dans le temps. C'est-à-dire que non seulement je le recommande, mais chez nous, c'est quelque chose qui va devenir, qui va s'ancrer et qui va effectivement perdurer pour accompagner ce mode de travail hybride qui, on en est persuadé, durera au-delà de cette crise. Le management doit donc changer durablement et ces nouvelles pratiques, elles vont pas, je dirais, s'ancrer intuitivement de but en blanc comme ça. Et donc, Sébastien nous dit, ça y est, nous, on a processé ça d'une certaine façon. Quel est votre avis sur cette question, Léna ? Oui, moi, ça résonne tout à fait à ce qu'on a également décidé de mettre en place. Alors, nous, on a processé d'une façon un peu différente, mais je prends note de l'idée, puisqu'on a décidé du coup de venir ancrer ça dans nos entretiens annuels auprès de nos managers notamment. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'était vraiment d'en faire un objectif de l'année suivante pour que nos managers puissent déployer un rituel, un outil, en tout cas un apport qu'ils avaient pu retirer de la formation et puis pour l'ancrer dans la vie de leurs équipes. Et on s'est également aligné du côté de notre direction. Vous parliez d'OKR. Donc, justement, notre CODIR, en fait, a travaillé sur ces OKR. Ils seront présentés, du coup, la semaine prochaine à l'ensemble de nos managers. Et l'idée, c'est que chaque département service puisse aussi décliner ces OKR dans ces grandes lignes pour justement venir ancrer ces nouveaux principes. Sébastien de Becker de Weldon parlait de socle et effectivement on constate chez certains clients cet ancrage dans le temps de workshop virtuel de 2 heures vraiment pour venir renforcer les compétences managériales. Je vais prendre un grand acteur du luxe français en 4 lettres que je vais pas citer, qui chez une des maisons du groupe a mis à la fin de l'année dernière un workshop de 2 heures spécifique sur comment on va conduire les entretiens annuels à distance et comment on va activer les leviers de motivation intrinsèque. Un peu plus tard, on a fait une classe virtuelle ou un workshop virtuel spécifique sur effectivement comment on va s'organiser dans ce retour hybride. Un peu plus tard, on a fait une classe virtuelle sur comment on va faire avancer les projets à distance et en mode hybride. Donc effectivement, au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure de ce monde qui bouge et des enjeux managériaux qui évoluent un peu, et encore une fois, c'est juste l'ajustement de posture, comment on joue son rôle de manager un petit peu différemment. Ces workshops de 2 heures qu'on peut construire ad hoc sont ultra importants. Et donc, les faire dans le temps et pas forcément le penser comme une action one-shot, d'un coup, on va tout décliner, mais le faire au fur et à mesure du temps, ça peut être une stratégie payante et absolument intéressante et
et plébiscité par les managers. Merci beaucoup. Alors, je vais rappeler à l'écran Alain Diribarne et Anne Cloteau qui vont nous rejoindre pour répondre à une dernière salve de questions-réponses. C'est peut-être l'occasion d'ailleurs de passer une question, celle de Claire Poulet-Laouen, j'espère que je prononce bien votre patronyme, chère Claire, qui nous pose la question suivante. Quelles sont les entreprises, typologies d'entreprises du moins, qui travaillent sur ce retour des collaborateurs? Tout le monde a intérêt à y travailler, ça c'est la première chose. On constate qu'on est appelé effectivement aussi bien par des grands groupes, des ETI et des petites entreprises, des TPE aussi, et des PME. Donc tout le monde y réfléchit. Évidemment, il y a quand même une prédominance des grands groupes qui ont bien compris, qui conduisent des études qui montrent effectivement, Léna parlait d'études, dans le groupe Avril, il y a des études. Plus on a un grand groupe, plus on a des capteurs pour percevoir les enjeux managériaux et donc plus on est incité à investir dans ce type de dispositif pour aider les managers. L'ensemble des entreprises a ce type de besoin. C'est pas parce que vous êtes une petite entreprise avec une dizaine de managers que vous n'avez pas le même type de besoin. Et ce qui est intéressant, c'est quand on a une petite entreprise avec une dizaine de managers, quelque part, on est capable de faire une session, on réunit tous les managers et il se passe quelque chose de phénoménal parce que les règles du jeu et les bonnes pratiques se fixent de manière ultra collaborative ensemble et c'est décidé en session. Donc, c'est ultra intéressant aussi pour les PME. Anne, j'ai cette question, je pense qu'elle s'adresse plus directement à toi parce que c'est toi qui nous as parlé des activités robustes et téléfragiles. Bonjour, même dans les activités téléfragiles, certains collaborateurs avouent qu'ils interagissent plus facilement à distance. Eh ben, j'en pense que c'est heureux que certaines équipes aient su générer des opportunités en télétravail. Il y en a qui ont su recréer de la proximité à distance. Justement grâce à l'utilisation des nouveaux outils numériques qui ont été permis par l'accélération et la massification de la digitalisation des équipes sur les 18 derniers mois et surtout la mise en place de nouvelles pratiques aussi internes et managériales. Et donc oui, il y en a qui ont trouvé des alternatives aux activités téléfragiles. Il n'empêche que pour amener de la collaboration sur la durée, il faut pour les activités téléfragiles, trouver ces alternatives et faire en sorte d'accompagner, de renouveler ces pratiques managériales. J'avais envie de conclure avec ces quelques mots, une productivité plus intelligente, des économies à valoriser tant du côté de l'entreprise que du collaborateur, une empreinte carbone allégée également, l'inclusion de nouveaux talents, déconditionnés du seul critère géographique, on l'a vu tout à l'heure. Et si le travail était en mode hybride, la piste dont notre société avait besoin depuis longtemps, secrètement, sans le dire, pour réconcilier justement performance, bien-être au travail et responsabilité sociétale. Et si cette situation que nous pensions subir avec la crise sanitaire n'était en fait que l'éclosion d'une réalité contenue dans le sens de l'histoire depuis déjà quelque temps, la solution contenue dans l'énoncé du problème en quelque sorte. Et si les managers étaient avec les RH par leur position centrale, les acteurs de ce renouveau systémique. Et enfin, comme le disait Alain au tout début de cette émission, si le management en contexte hybride était plus simple finalement à déployer qu'il n'y paraît,